Le but d'un business est double, à mon sens, c'est servir ses clients au plus haut point, ajouter la valeur dans la vie des gens et gagner beaucoup d'argent. Quand quelqu'un parle beaucoup de chiffre d'affaires et parle pas de rentabilité, c'est qu'en général, il gagne pas assez d'argent. Ouais, Le cas. ouais. J'habite En à fait. Dubaï, donc je me sens en sécurité. Si j'habitais à Ouais. Paris ou en France, pour être sincère, je ferais un peu plus attention à ce que je dirais. Ouais, mais- Le moyen le plus rapide de réussir, c'est faire appel à des mentors. Il n'y a pas de plus rapide moyen. C'est stupide de ne pas faire appel à des mentors. Ouais. J'ai élevé les standards, j'ai viré la moitié de mon équipe, parce que j'ai compris que ce qui nous a amené jusqu'à ce qu'on est, va pas nous amener là où on veut aller. Et donc, le seul moyen de passer de 1, 2, 3 millions à d'un coup à 10 millions, on peut plus tout faire. On doit recruter des gens meilleurs que nous. J'ai juste compris que si tu essaies de servir tout le monde, tu sers personne. Et si c'est parler à tout le monde, tu parles à personne. Et alors, ça fait 10 ans, je pourrais me tourner les pouces, je peux faire des millions par an en faisant strictement rien. Ne soyez pas égoïste, gagnez beaucoup d'argent. Simple. Hello Max, Hello Fanny, comment vas-tu? super, écoute au top, j'ai bien dormi cette nuit. Bienvenue dans, pas mes studios de podcast, ce ne sont pas les miens, mais dans les studios de podcast que j'utilise ici à Dubaï pour enregistrer tous mes épisodes de podcast Success. Donc, je suis vraiment ravie de t'avoir ici. J'ai une description de toi générée par Claude. Est-ce que tu as déjà fait cet Non, exercice? bon, ça va être intéressant. Je vais te dire ce qu'il me dit de toi et après, je vais t'inviter à compléter cette description pour voir qu'est-ce que tu rajouterais. Max Piccinini, du gamin de Strasbourg au numéro 1 du coaching francophone. Il perd son père à l'adolescence, grandit dans un milieu modeste et entre dans le top 1% des revenus francophones à 26 ans. Aujourd'hui, Max Piccinini a accompagné plus de 170 000 chefs d'entreprise dans plus de 25 pays et il touche plus de 7 millions de personnes chaque mois sur les réseaux. Entrepreneur, business, mentor et auteur du best-seller Réussite Maximum, il a été nommé meilleur coach français par le magazine Entreprendre et en juin 2022. Passé par Forbes, BFM, France 2, France Inter, il enseigne une chose: transformer le mindset en résultats concrets, pas de théorie, uniquement ce qui a marché pour lui. Dans cet épisode, il revient sur les leviers réels de la liberté financière et sur ce que peu ose dire sur le prix de la réussite. Pas mal du tout. Ça, c'est 97% juste. Donc, très bien. Jusqu'à compléter, on est plutôt à 17 à 20 millions de personnes qu'on touche sur les réseaux. Donc, on a un petit peu progressé depuis. Et qu'est-ce que ça disait encore ? C'était quoi le dernier truc ? Mais bon, bref. Il parle pas de... Ouais, je vois le mindset. Bon, on est surtout, depuis vraiment 4-5 ans, on est vraiment accompagné plutôt les chefs d'entreprise à exposer leur rentabilité, gagner en liberté. Alors, le mindset fait toujours partie de ça. Parce que moi, je viens du monde du développement personnel, où j'ai démarré à l'âge de 14 ans, ce qui m'a sorti justement du décès de mon père. J'étais vraiment au plus bas dans ma vie, etc. Donc le mindset, je crois, fait au moins 50, si ce n'est pas 80% de la réussite. Bien sûr. Mais après, voilà, on aide particulièrement chez l'entreprise à exposer leur rentabilité, gagner en liberté, sortir l'opérationnel. Mais le parti de mindset fait bien sûr partie de tout ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis que c'est 70%, vraiment, pour moi, c'est ça. Les 30%, c'est la stratégie. Et peut-être que lui, tu vois, les sources qu'il a, il doit avoir des sources un peu de base. Et donc, c'est assez bluffant. Il n'a pas update. Mais en effet, aujourd'hui, tu es plus sur la partie accompagnement aussi, développement business. Et il n'a pas parlé du perso. Tu es papa, absolument. mari. Ça, c'est la chose dont je suis le plus fier dans la vie. C'est vraiment, tu peux avoir un certain niveau d'argent. Maintenant, j'ai un patrimoine qui va dépasser les 100 millions cette année, 100 millions d'euros. Je suis à 90 millions. J'ai 2 boîtes au total qui génèrent 45 millions de chiffre d'affaires. Au total, je sors 10 millions de profits par an en euros dans ma poche. Donc, je gagne extrêmement bien ma vie. Je viens d'une famille où mon père gagnait 1 000 euros par mois et ma mère aussi. Donc, on était littéralement on vient d'une famille clairement pauvre. Donc, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Mais la chose dont, haut la main, je suis le plus fier, c'est la relation de couple que j'ai avec mon épouse Marine et mes 3 magnifiques enfants, Luca, Leia et Angelina, qui ont 2, 4 et 6. Et voilà, ça c'est le plus grand bonheur. Et ça, c'est la plus grande réussite que j'ai, en tout cas. Ouais, souvent, le business passe en premier dans le temps qu'on alloue, mais peut-être pas dans... En fait, c'est tes piliers aussi. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, c'est tes piliers, s'ils n'étaient pas là? Est-ce que tu serais aussi performant, motivé au quotidien? Là, en ce moment, peut-être qu'au début, c'était le cas, ils n'étaient pas forcément là. Mais est-ce qu'ils contribuent à ton bien-être aussi au quotidien en tant qu'entrepreneur? Ils sont... ça, c'était vraiment un des sujets les plus difficiles pour moi quand je suis devenu père de famille, parce que forcément, au début, là, on parle quand j'avais la vingtaine, il n'y avait que l'entreprise, donc entrepreneuriat, c'est jour et nuit, 7 jours sur 7, et aucun problème, parce que j'adorais ça, donc il n'y a que ça.
d'un coup, je suis en couple avec Marine. D'un coup, on ne va pas passer 7 jours sur 7, on va commencer à faire attention. Et quand les enfants sont arrivés, c'était un des plus grands, probablement les plus grands stress dans ma vie parce que j'ai dû vraiment me dire, OK, j'étais tombé dans la tyrannie du ou, je dois choisir entre le business ou la famille, tu vois. Oh. Au lieu on tombait dans la magie du et qui était plutôt comment je peux avoir un business rentable qui explose et qui grandit et avoir du temps avec ma famille. Et le jour où j'ai vu, et surtout des mentors qui m'ont vraiment montré par l'exemplarité que ils finissaient à 17h tous les jours, c'est du temps pour leur famille, prenaient des vacances, et ça avait des business à 50, 60 millions. Je me dis, OK, il faut que j'apprenne comment faire. Donc, c'est souvent la tendance à dire, ouais, mais si je passe moins de temps avec la famille, je vais avoir mon business qui baisse. Je ne suis pas vraiment d'accord, c'est plutôt comment on organise son temps. Et on s'en fout qu'on travaille. Si on travaille 8 à 10 heures par jour, ce n'est pas les heures de travail qui comptent, c'est la productivité dans les heures. Si on est vraiment dans des actions extrêmement productives qui rapportent de l'argent, en 4-5 heures par jour, on peut vraiment faire des grandes choses. Mais si on passe 12 heures par jour à brasser de l'air, et à se dire qu'on est occupé, mais en fait, on n'est pas en train de faire. Donc, c'est pas le temps, et souvent, on est dans cette philosophie, il faut travailler dur, etc. Ouais. Moi, j'ai plutôt appris à travailler intelligemment. Et donc, non, alors moi, je peux vraiment me dire que je démarre plutôt vers 9h, 9h30 la journée, je finis vers 18h, 18h30, j'ai toutes mes soirées avec mes enfants, le samedi, dimanche, c'est off. Je dors avec ma famille et mon couple. Donc, et bizarrement, mes business grandissent encore et encore parce que j'ai appris à travailler plus stratégiquement c'est ça. et donc intelligemment et pas travailler dur, quoi. Mais pour autant, tu avais cette peur. Au début, total. Tu t'es dit, mais c'est où? Ça veut dire comme si tu devais tout mettre de côté parce que maintenant, c'est que la famille. Est-ce que c'est parce que aussi, tu avais peut-être envie de profiter, de step back Non. J'adore quand même le business, que j'adore contribuer. C'est là où je me réalise aussi. Et c'était nouveau. Ouais, Donc, c'était c'est comment nouveau. je vais y arriver. Donc, je paniquais. Donc, j'étais hyper stressé. C'est vraiment les 6 mois les plus stressants de ma vie entre la naissance de mon fils, Luca, et ça, ce que je commence à trouver le concept. Heureusement que j'avais des mentors, je suis bien entouré, je fais partie de mastermind, etc. Mais donc, c'était un moment, je me dis, OK, j'ai pas besoin de choisir, je peux faire les deux. Il faut que j'apprenne à travailler plus intelligemment. Mais pour moi, ça a été un moteur. Bizarrement, l'arrivée de mon fils, mais mon business a explosé. Wow. Donc, parce que d'un coup, je pense que c'était. C'est intéressant, on peut développer un business pour deux raisons. Soit pour son ego, et c'est l'impression à la galerie. Et à un moment, ça va nous épuiser à la fin. Soit on le fait vraiment pour contribuer. Et pour moi, gagner beaucoup d'argent, c'est pas un moteur pour dire je vais m'acheter simplement une belle montre et une belle voiture, etc. C'est surtout pour offrir le meilleur à ma famille. C'est pour contribuer. Donc, par exemple, une des choses dont je suis le plus fier, chaque année, je donne 100 000 euros par an dans l'humanitaire. Donc, ça va pour des enfants au Tibet ou ailleurs, ou des enfants typiquement, des associations pour tout ce qui est maltraitance pour les enfants. Ça, c'est un grand moteur pour moi. Offrir la meilleure vie possible à mes enfants et à ma femme, gros moteur pour moi. Et donc, bizarrement, quand j'ai réalisé que j'étais père de famille, je me dis, et si je veux être vraiment sincère avec moi, j'étais bon, je gagnais bien ma vie, je gagnais peut-être 500 000 euros par an. Donc, mais je me dis, bordel, par rapport à mon potentiel, et est-ce que je suis vraiment en train de jouer l'exemple vraiment que je sais que je suis capable de démontrer? Et donc, ça m'a donné en fait une force inouïe. Donc, bizarrement, j'ai pu avoir plus de temps pour ma famille, mais surtout, j'ai été hyper focus, hyper concentré, et mon business a décollé. Donc voilà, donc à cause c'est du x10 sur les bénéfices, quoi. Ah d'accord, donc attends, tu étais à 500 000 euros. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu es super à l'aise de parler de chiffres. Totalement. On peut en discuter, mais c'est très, Ouais, très parce bien. que c'est tellement dommage que les gens parlent pas de chiffres et Voilà. et au passage parce que beaucoup de gens parlent pas de chiffres parce que, disons-le clairement, est-ce qu'ils gagnent pas assez d'argent? Disons-le clairement. Ah, tu crois que c'est ça? Totalement. Il y a des gens qui font oui, j'ai 7 millions de chiffre d'affaires, je les connais personnellement, je vais pas les nommer, mais ils gagnent pas d'argent, les mecs. Ils sont pas rentables. Ah, Donc oui. ils expliquent comment faire des campagnes marketing. Il y a des bons marketeurs là dehors qui savent faire du 5 millions, du 10 millions de chiffre d'affaires, La mais tu marge. creuses, ils gagnent pas d'argent. Donc dès que tu creuses un peu comment tu gagnes, oui, on fait du gros chiffre d'affaires. Ok, on s'en fout du chiffre d'affaires. Ouais, c'est Tu vois, ce qui reste. ce qui compte, c'est quoi il te reste. C'est juste pour faire du chiffre d'affaires et impressionner la galerie. À la fin, c'est combien il te reste à la fin. Donc, le but d'un business est double, à mon sens, c'est servir ses clients au plus haut point, ajouter la valeur dans la vie des gens et gagner beaucoup d'argent. Et le but, c'est de faire pas l'un ou l'autre, c'est de faire les deux. Donc, ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens parlent pas d'argent. Et numéro 2, parce que c'est le côté français, machin, on parle pas d'argent, machin. Mais donc, quand quelqu'un parle beaucoup de chiffre d'affaires et parle pas de rentabilité, c'est qu'en général, il gagne pas assez d'argent. Disons-le clairement. Mais toi, quand tu parles de chiffre d'affaires, est-ce que ça te pose des problématiques d'en parler, de t'exposer ou de... est-ce que, tu sais, c'est clivant quand même? Moi, j'habite en à fait. Dubaï, donc je me sens en sécurité. Si j'habitais à Ouais. Paris ou en France, pour être sincère, je ferais un peu plus attention à ce que je dirais. Ouais, mais tu trouves ça normal? Non, je trouve ça absolument Voilà, pas normal. c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'habite Dubaï. Euh, C'est une des ça. raisons majeures. En plus de la sécurité, bien sûr, bien sûr les taxes, c'est évident.
Mais la mentalité, c'est quand même un problème quand tu es en train de te dire je ne vais pas parler de combien je gagne, sinon potentiellement je peux me faire kidnapper ma famille, ou je vais avoir le fisc sur le dos, ou parce que il y a quand même un problème de fond. Quoi. Il y a un gros problème. Alors que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est qu'il a ajouté beaucoup de valeur dans la vie des gens. Donc on a un problème de société quand on n'est pas en train d'encourager la personne qui crée, qui encourage, qui crée des emplois. Alors qu'ici à Dubaï, c'est « tu réussis, comment je peux t'aider, c'est génial, c'est inspirant. » quoi. On est content pour ton succès. Quoi. Donc, ouais. Et tu parlais de choses inspirantes, tu parlais de mentors. Toi, tu es très inspiré par les US, non? Yes. Et tous tes mentors, est-ce que depuis le début... Je suis très inspiré et en même temps, c'est intéressant parce que les US, je pense que c'est très clivant pour moi. C'est d'un côté, le gouvernement, c'est très particulier. J'aurais du mal à y vivre pour... toutes les choses qu'ils font dans le monde, c'est les premiers à créer les guerres, les machins, c'est très particulier. Par exemple, c'est les premiers à faire tout ce qu'il faut pour déstabiliser le Moyen-Orient, et ils le font depuis toujours, etc. Parce qu'ils préfèrent dominer on va dire en affaiblissant les autres. Donc en termes de stratégie gouvernementale, je ne suis pas très fan. Par contre, en termes de mentalité, business, de transmission, d'entraide, de mentorat, ils sont incroyables. Et c'est grâce, disons clairement, c'est parce que j'ai eu des mentors américains que je suis là où je suis. Parce que c'est dans la mentalité américaine de transmettre, d'aider. Aux États-Unis, tu parles à un entrepreneur et tu parles en quel mastermind il est, de quel mentor il fait. Ils sont toujours dans les masterminds. Tu arrives en France, on parle de mastermind, je ne sais même pas ce que c'est. Problème d'accompagnement, on te regarde de quoi tu parles. Moi, je suis dans mon Benani. Tu fais un BNI, tu échanges des cartes de visite, puis tu es dans le même groupe, au bout d'un moment, ils ont les contacts, tu n'as plus rien. Ils vont pas regarder en profondeur ton business, tes comptes, tes KPI, donner des stratégies complètes. Oui, moi je suis bien entouré, j'ai un comptable. Oui, ok, ton comptable, il fait la comptabilité, mais ce n'est pas un spécialiste du business pour faire croître la rentabilité et le cash flow. Donc, on a un vrai problème en France, c'est que, et ça vient heureusement, j'espère que ça vient au fur et à mesure, c'est que se faire accompagner, c'est faire preuve de faiblesse, j'en ai pas besoin, je vois pas l'intérêt. Alors qu'en fait, le moyen le plus rapide de réussir, c'est faire appel à des mentors. Il n'y a pas de plus rapide moyen. C'est stupide de ne pas faire appel à des mentors. Et en fait, quand on a n'importe quel domaine dans la vie, que ce soit Michael Jordan, il avait des mentors. Coach sportif, bien sûr, voilà, c'est ça. Les service coach, et même les joueurs eux-mêmes qui étaient inspirés, etc. Ils faisaient appel, comment tu fais ceci, comment tu fais ça. Kobe Bryant avait comme mentor Michael Jordan. Il a fait appel spécialisement. Il lui a donné des conseils précis, il pouvait l'appeler à tout moment, il lui donnait des moves, il lui expliquait les petits positionnements de pied, etc. Les plus grands ont eu des mentors. Et quelqu'un qui me dit l'inverse, et soit un menteur, bref, soit peut-être, oui, c'est peut-être des super génies, etc. Et même, on regarde Elon Musk, il avait comme mentor Peter Thiel. Il y a pas de hasard. On peut pas. C'est stupide de ne pas faire appel à un mentor parce que c'est l'équivalent de dire je veux mettre 30 ans à découvrir un truc quand le truc je peux l'acquérir en 3 mois. J'aurais pas pu construire un patrimoine comme ça aussi rapidement si j'avais pas fait appel à un mentor. C'est juste faire preuve d'humilité et d'intelligence. Après, je pense que par rapport à tout ce que tu dis sur la France, c'est parce que nous, c'est une espèce de roue interminable. En fait, c'est très social. On a tout qui est gratuit. Donc, tu parlais du BNI, mais tu veux lancer ton entreprise, c'est gratuit. T'as pas d'impôt. On t'aide à tout monter, l'auto-entreprise, etc. Donc, tu vois, on n'est pas habitué déjà à sortir de l'argent dès le début, alors que les Américains... ils payent pour l'éducation déjà. Exactement. Donc je pense que c'est déjà à la racine. Et donc tu disais, parce que ça m'a choqué tout à l'heure quand tu as dit ça, donc je voudrais rebondir sur ça. Tu disais que tu faisais 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu étais installé dans ça. Non, je faisais 500 000 euros de bénéfices. Ah oui, de bénéfices. Donc j'avais une boîte à 2-3 millions de chiffre d'affaires à ce moment-là. Et tu as commencé à avoir tes enfants, et ta famille. Et là, ça a explosé encore plus. Je me suis dit, je vais offrir le meilleur vie possible à ma femme et mes enfants. Disons, clairement, 500 000, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu faisais pour... qu'est-ce qui se passait, je veux dire, qui faisait que tu plafonnais, ou en tout cas, que tu étais sur ce chiffre d'affaires-là? Est-ce que c'est parce que tu étais en croissance? Qu'est-ce que tu as compris? Super question. En fait, je stagnais depuis 3 ans. C'est ça qui m'énervait. Parce que ça faisait 2-3 ans que je stagnais. J'avais entre 2,5 millions et 3 millions. Je me sortais 500 000. Disons-le clairement, la raison pour laquelle je ne progressais pas, 2 raisons. Numéro 1, disons clairement, j'étais confortable. Donc, dans ma tête, j'étais en mode, je gagne 500 000. Et je me comparais aux autres gars de mon domaine. J'étais plutôt dans le haut du panier. Il y a très peu de gens qui faisaient 2-3 millions de chiffre d'affaires. Donc, tout le monde me regardait. La plupart faisaient 1 million, 1,5 million. Moi, j'étais à 2 millions. Tout le monde me regardait en disant, ouais, tu fais 2-3 millions. Tu sais, j'étais un peu en mode, j'ai l'impression d'être en haut de l'Everest. Mais en fait, j'étais même pas en haut des Vosges, tu vois. Et donc, j'étais en mode, j'ai tout compris. Donc, mon ego, tu vois, clairement, l'ego, le confort et clairement le manque de compétences. Je ne savais pas comment le faire non plus. Donc, j'étais en mode, à 2-3 millions, le business repose. En gros, on a des aideurs. On a le CEO et après, on a des aideurs. Mais on n'a pas vraiment des gens sur qui on peut se reposer, des vrais joueurs de Liga sur qui maintenant on peut construire, qui sont meilleurs que nous dans le domaine. En général, à 2-3 millions, on est un peu très bon partout.
On a peut-être assistante, on a peut-être des gens en comptabilité, etc. Mais on ne peut pas vraiment se reposer sur une équipe qui va nous faire grandir la boîte sans nous. Et ça, c'est aussi le jeu de l'ego. Parce que d'un coup, c'est si je prends des gens meilleurs que moi, tu vois, et puis surtout l'excuse de mais ça va me coûter trop cher de prendre ces gens-là. Ce qui est faux. Ça coûte trop cher de prendre des joueurs de Ligue B. Des joueurs de Liga coûtent peut-être plus, mais à la fin, ils rapportent plus. Donc oui, si je paye un gars 2 fois plus, mais qui rapporte 10 fois plus, c'est peut-être un meilleur investissement que prendre quelqu'un qui coûte 2 fois moins, mais qui rapporte 0. Et en plus, je dois rattraper ces emmerdes. Donc, c'était vraiment un jeu d'ego, de confort et de manque de compétences. Et le jour où j'ai mis mon ego de côté en disant écoute, non, ça suffit, t'es à peine au démarrage, 2-3 millions de chiffre d'affaires, c'est que dalle. Comment ça, comparé à Apple qui font, je sais pas quoi, 300 milliards. Je me dis ok, bon, là, Max, il faut que tu te réveilles. Ok, c'est rien du tout. Donc, d'un coup, j'ai élevé les standards. J'ai mis mon ego de côté. Et au passage, c'était aussi la période où, je vais être très sincère, c'est la seule période où je n'ai pas fait appel à des mentors. C'est aussi la période où j'ai stagné. Donc, j'ai même une preuve que ce qui m'avait amené jusqu'ici, mais d'un coup, je me dis, c'est bon, j'ai tout compris. C'était mon ego. Et d'un coup, j'ai repris un mentor. Cette fois-ci, j'ai payé pour la première fois $100 000, quelque chose que j'avais jamais l'habitude, j'avais jamais fait. Donc, $100 000, $100 000, c'est pouf, mais littéralement, en 1-2 mois, le business a décollé, parce que d'un coup, j'ai compris comment faire. J'ai élevé les standards, j'ai viré la moitié de mon équipe, parce que j'ai compris que ce qui nous a amené jusqu'où est, va pas nous amener là où on veut aller. Et donc j'ai dû changer. Donc il y a eu un vrai changement. Il fallait rentrer des gens meilleurs que moi dans leur domaine. Meilleurs que moi au niveau commercial, meilleurs que moi au niveau finance. Au passage, à ce niveau-là, je n'avais pas de tableau de bord, par exemple. On pilotait pas. On était en mode, on fait du chiffre d'affaires et puis on mesure à la fin de l'année. Là, on commençait à mesurer les KPI, le cash flow, les marges. Ouais, voilà. Je commence à voir, ah oui, ok, on passe beaucoup d'énergie là, mais en fait, là, c'est des marges ridicules, et là, on passe très peu d'énergie, on a des 80% de marge. Peut-être qu'on va se focaliser là où il y a les marges. Simplement, parce qu'on a professionnalisé l'entreprise, je me suis payé des gens beaucoup meilleurs que moi, j'ai levé la barre et j'ai pu tolérer la médiocrité, qui était pour moi médiocre par rapport à là où je pouvais aller. Ouais. Et donc là, tout a changé, quoi. Donc, augmentation de compétences, meilleure stratégie, mon ego de côté, et puis surtout recruter des personnes de meilleure qualité. Le business a explosé immédiatement à 7 millions, puis après, on est à plus de 15 millions, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu disais, j'ai viré une partie de l'équipe? La moitié de mon équipe. Tu penses Totalement en que 3 jours. Hein. Ouais, tu ne voyais pas leurs compétences et tout ça, ou c'est parce qu'il y avait un côté de toi où tu étais trop gentil, peut-être, je sais pas, tu sais, il y a ce truc-là, on n'ose pas, bon, ils sont bien, j'ose pas trop quand même. Exactement. Et c'est pas prendre des décisions à la hauteur de là où tu as envie d'aller, en fait. Exactement, c'était inconfortable de le faire, c'était confortable, oui, machin. Puis après, je dirais clairement, j'avais 3-4 personnes dans cette équipe qui étaient vraiment pas bienveillants, mais je le savais pas. Donc c'était très bon à me présenter devant, qu'ils étaient tout pour moi, mais en fait, à côté, en fait, ils avaient plein de clients à côté, alors qu'ils me disaient qu'ils étaient que avec moi. Et ils étaient hyper en retard, ils n'étaient pas compétents. Donc j'avais juste pris des gens incompétents. La plus grande difficulté à ce niveau-là, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble le succès dans ce poste-là. On ne sait pas, parce que j'ai pris un CFO à 10 000 balles par mois, qui me flinguait toute ma rentabilité. Mais je n'avais pas besoin d'un CFO déjà à 10 000 balles par mois, j'ai besoin d'un CFO externalisé déjà. Directeur financier externalisé, ça m'aurait suffi pour une petite boîte comme ça. Mais en plus, c'était un gars qui était incompétent et un mec en plus pas sympa. Mais ça, je ne le voyais pas comme ça. Je me disais, je prends un gars de 50 balais, machin, etc. Il doit avoir l'expérience, etc. Ouais. Je ne savais pas ce que c'est le travail d'un CFO. Je ne savais pas ce que c'est des tableaux de bord. Donc, il me sortait des tableaux de bord. Je disais, ah ouais, c'est cool. Mais en fait, putain, quand le vidéo de CFO, mais c'est quoi ce bordel? Il y a trop de KPI, on ne comprend rien. En plus, ils sont faux. Donc, une des plus grandes difficultés, c'est comprendre c'est quoi le succès dans ce domaine-là. C'est quoi un top profil? C'est quoi un top marketeur? Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de marketing, c'est compliqué de découvrir c'est quoi du bon marketing. Il va dire, j'ai recruté une nana qui fait des posts sur les réseaux. J'ai des clients comme ça dans mon mastermind. Il faut, j'ai une nana qui est community manager, elle poste des trucs sur les réseaux. Je fais, ok, et ça génère combien de business? Ça génère combien de clients tous les mois? 0. Donc, c'est pas du marketing, c'est poster sur les réseaux. Donc, du marketing, c'est générer des leads qualifiés. Et ensuite, la vente doit closer, tu vois. Combien de ventes ça fait? Ah oui. Donc, mais est-ce qu'ils n'ont jamais appris ça? C'est pas de leur faute. Et donc, c'est là où se faire accompagner, c'est hyper important. Parce que d'un coup, mon mentor a râlé, ils font, mais attends, ton gars, il sert à rien, là. T'as pas besoin d'un CFO à plein temps. Il faut un CFO, en plus, il n'a pas l'air très bon, sinon il t'aurait dit ça. Ensuite, ces personnes-là, ils m'ont pas l'air très qualifiés. Donc, il faut les changer. Et j'avais un gars que je payais 15 000 balles par mois en tant que CEO. T'as pas besoin d'un CEO à une boîte de 2-3 millions. C'est aussi une histoire d'ego. J'ai un CEO, tu vois. J'ai un DG, tu vois. Ah, c'était couplé à J'avais trop de gens dans l'équipe, en plus. Ouais, c'était couplé à l'ego, pas savoir et pas oser, et rester dans ta zone de confort et pas oser les virer entre guillemets. Il y avait ces 3 choses. Ah oui, parce qu'ils avaient l'air confiance en eux, machin. En fait, quand je les ai virés, mais je me dis, mais attends, on a pu. Je me rappelle, j'ai pris ma nouvelle assistante, elle a fait le job de 3 personnes, littéralement, et elle le faisait pour beaucoup moins cher au passage. Et je lui dis, mais t'es à fond, non? Tout va très bien. Machin.
Et là, je me suis rendu compte, je payais 3 personnes différentes à des prix franchement prélevés. Mais en fait, ils me faisaient miroiter qu'ils travaillaient tout le temps, tu vois. Et donc, bref, je payais des gens beaucoup trop. Et donc, ça flinguait ma rentabilité. Donc, d'un coup, je vire la moitié de mon équipe. On a recruté peut-être une personne en plus. On a réduit nos charges de 40%. On a augmenté le chiffre d'affaires de 67% l'année qui a suivi. Rentabilité a explosé, quoi. Ouais, Donc, j'étais à 500 000 l'année d'avant. Mais l'année où j'ai viré tout le monde, c'était à 150 000 euros seulement. Donc, mes bénéfices. Au passage, si on ne change pas les choses, ça devient pire en pire. Ouais. Donc, cette année-là, je suis passé de 150 000 à 1,5 million de bénéfices, comme ça en un an. Donc, ça a tout changé pour moi. Parce que j'ai pris des décisions inconfortables, j'ai élevé les standards, j'ai pu tolérer la médiocrité. Et immédiatement, ça s'est fait, quoi. Réduction des coûts, augmentation du chiffre d'affaires, les marges explosent. Hein. C'est vrai que dans l'accompagnement, il y a quand même beaucoup de coûts, mais on peut arriver justement, je pense qu'il y a plein de problèmes d'optimisation. Parce que moi, je me suis retrouvée, malgré ma toute petite équipe et tout, à gagner plus que certaines personnes qui faisaient déjà des 1 million, ou tu vois. Bien sûr. Moi, en tant que perso, je vis mieux que d'autres. Bien sûr, c'est pas une question de chiffre d'affaires. C'est ça. Moi, j'ai des gens qui rentrent dans mon mastermind, ils font 7-8 millions de chiffre d'affaires, ils sortent 100 000 balles de leur boîte. Ouais, catastrophe. Et ils bossent comme des tarés, ils ont des entrepôts, des machins, des trucs. Tu fais, c'est quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de risques pour 100 000 balles quand même. Tu vois, tu dis, peut-être mieux avoir un business à 3 millions qui te sort 1 million. Tu vois. Donc bien sûr, les business type produits physiques, on est plus sur des marges entre 10 et 20%. Type service, on devrait plutôt être autour de 25 à 35 ou à 40%. Donc ça dépend des business qu'on a. Mais clairement, c'est un jeu de marge. Donc, une des premières choses qu'on fait chez nos clients de Mastermind, c'est que ça, quoi. C'est leur dire, c'est quoi tes marges? Tu dois mesurer tes marges. La plupart du temps, ils ne mesurent pas ça. Et les mesurent une fois par an. Et souvent, ce n'est pas les marges qu'ils mesurent. Ils attendent juste leur bilan de fin d'année, comme moi, je faisais il y a quelques années. Tu attends ton bilan du comptable, tu regardes le BE à la fin, et tu vois, ça va, et les bénéfices, quoi. Ça, c'est le niveau amateur, quoi. Ouais. Niveau professionnel, c'est on regarde toutes les semaines, tous les mois, on regarde des KPI, on fait des anticipations, on fait un budget. Enfin, on professionnalise. Et quand on commence à mesurer, anticiper, planifier, le business prend des autres dimensions, quoi. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup de chez entreprises ou entrepreneurs n'ont jamais passé ce cap. C'est pour ça qu'ils bloquent à 1 à 3 millions. Parce qu'ils sont là dans le mode, on va juste marketer et vendre. Mais à un moment, il n'y a pas que marketer et vendre. Il y a structurer la boîte, c'est mettre des process et des systèmes, mettre des tableaux de bord, prendre des décisions stratégiques, sortir l'opérationnel. La plupart du temps, ça, c'est vraiment le gros truc, c'est sortir l'opérationnel. Le seul moyen de passer de 1, 2, 3 millions à d'un coup à 10 millions, on ne peut plus tout faire. On doit recruter des gens meilleurs que nous, CFO, directeur commercial ou responsable marketing, qui vont faire le job, qui sont brillants, qui sont compétents, qu'on va payer beaucoup plus, mais qui vont aussi rapporter beaucoup plus. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que aussi dans la formation, dans le coaching et l'accompagnement, il y a une espèce de truc où à chaque fois tu fais du high ticket parce que les gens te disent « Ah, mais moi, je veux que ça soit toi qui me coach ». En fait, tu rentres dans une espèce de truc où tu dis « Ah, bon, ok, je te prends ». Mais ça, c'est faux. Et donc, en fait, tu es toujours dans… C'est faux. Les gens s'en foutent d'avoir la personne en face. Ils veulent du résultat et de la valeur. Donc la preuve, c'est que moi, j'ai des programmes d'accompagnement. Moi, je représente peut-être 20% du truc. Donc, je suis hyper stratégique. Je vais avoir des calls par exemple toutes les 2 semaines avec l'équipe. J'ai des séminaires précis avec eux. Ils peuvent me poser leurs questions, pas de souci. Mais 80%, c'est avec des coachs, c'est avec des programmes online, c'est avec… donc, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est souvent une croyance limitante de dire les gens… Bien sûr, ils veulent… Ouais, mais tu sais, c'est la demande, donc tu n'oses pas. Et en fait, tu te retrouves et puis tu es toujours dans le même système. Ça, c'est une croyance limitante que tu as, Fanny. Ouais, toujours dans le même système 5 ans après à dire oui. Et puis au final… tu peux dire oui, c'est juste que moi, je vais faire la moitié du job ou je vais faire que ça. Donc le but, c'est par contre… Après, j'ai mis des équipes. Un des jobs à faire pour ça, c'est sortir de ta tête les process et les systèmes et former des personnes qui peuvent faire aussi bien que toi. Moi, j'ai des coachs, franchement, qui font un job extraordinaire. Et parce que moi, j'ai les process et les systèmes, j'ai une méthodologie bien claire, j'ai des dizaines et dizaines d'heures de séminaires et de formations. Ils peuvent voir comment je fais, ils sont littéralement formés à la même méthode. Et au passage, je check toujours au début. Quand on recrute, on vérifie. Oui, bien sûr. Et maintenant, j'ai carrément une head of coach qui va vérifier que les personnes donnent des bonnes réponses. Et parfois, je vais appuyer, et ça n'empêche pas qu'ils ont toujours accès à moi, mais je ne vais pas faire un coaching individuel avec des centaines de clients, c'est impossible. Par contre, la valeur qu'on leur donne est juste hors norme. Ils sortent de là, doubler les rentabilités en l'espace de 3 à 6 mois, c'est devenu une norme chez nous, quoi. Mais c'est très bien qu'on en parle parce que beaucoup d'auditeurs du podcast, ils sont dans cette situation-là. Se dire, mais moi, j'arrive pas encore à sortir. Parce qu'il y a beaucoup de prestataires de services. Prestataire de service, il va te dire avec sa croyance, un graphiste designer… Bon, aujourd'hui, son métier est remis un peu en question, mais un graphiste, il va te dire, je vois pas comment, à part avec l'IA, je peux ne pas le faire, en fait. Il va passer du temps à la production. Donc, en effet, des personnes comme toi permettent d'accompagner sur ce genre de sujet. Tu as eu d'autres produits par le passé, tu les as toujours.
Donc, plutôt dev perso, mindset, des séminaires et tout ça. J'ai encore un séminaire, mais bon, c'est du leadership et on apprend vraiment comment. En gros, il y a la partie leadership et mindset, mais c'est clairement pour comment devenir financièrement libre. Ouais. Mais voilà, mais avant, tu étais beaucoup plus sur cette partie-là que sur. Et donc, comment tu as fait pour bifurquer sur un autre sujet et élargir un peu ta cible? Est-ce que tu n'as pas eu peur? Je n'ai pas élargi, au contraire. J'ai niché. Oui, niché. Ah oui, moi j'étais très large. En personnel, c'est très très large. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est très simple. C'est qu'à un moment, j'ai juste compris que si tu essaies de servir tout le monde, tu ne sers personne. Et si c'est parler à tout le monde, tu parles à personne. Et en fait, quand j'ai vraiment analysé, je me dis, OK, qui est vraiment mon client idéal? Qui est vraiment mon client idéal? Et en fait, c'était le chef d'entreprise. C'était le chef d'entreprise, l'entrepreneur, quelqu'un qui comprenait qu'investir en soi, il comprenait ce côté de j'investis pour avoir un retour sur investissement. Pour beaucoup de gens, ils voient les choses comme un coût. Tu vois, quelqu'un de pauvre, il voit son nouveau téléphone, sa nouvelle montre et sa nouvelle télé comme un investissement et il voit la formation comme un coût. Bon, c'est pour ça qu'il est pauvre et qu'il restera pauvre. Quelqu'un qui est entrepreneur, il voit comme je vais investir en moi, je vais recruter des gens, je vais investir dans la compétence pour me donner un retour sur investissement. Et il voit comme l'achat d'un nouveau téléphone comme un coût, ce qui au passage est le cas. Et donc clairement, c'était noir sur blanc avec qui j'adorais le plus travailler, qui était mon client idéal. Mais surtout, quand on regardait les chiffres, c'était clairement notre client idéal. Le 20% qui génère 80% de la rentabilité étaient des chefs d'entreprise. Donc j'adorais plus travailler avec eux. Et en plus, ceux qui génèrent plus la rentabilité. Et c'est des gens beaucoup plus impliqués. Donc je me dis, OK, on va piloter la boîte. Et donc on a toujours la partie mindset, parce que la partie mindset est hyper importante. Oui. Mais aussi parce que j'avais grandi ma boîte quand même à plus de 10 millions à ce moment-là. Oui. Et les gens commençaient à me dire, mais comment tu fais? Et j'avais la rentabilité. Tu vois, il y a des gens qui ont des boîtes à 10 millions qui sortent rien du tout. Et ils voyaient mon lifestyle, ils voyaient mon succès, etc. Ils posaient des questions là-dessus. Comment tu fais, machin? Naturellement, j'avais développé des compétences de vente, de marketing, de recrutement, de leadership, de structuration, parce que je les avais développées grâce à mes mentors. Donc naturellement, j'avais ces compétences-là pour les transmettre. Et donc naturellement, c'est ce qu'ils demandaient. Et on a commencé à transmettre et tout ce qui nous a amené à un certain niveau de succès. Quand même. Oui, c'est ça. Mais ouais, parfois, mais tu as quand même réélargi ton panel. Donc, tu t'es niché. Ah oui. Mais tu t'es niché sur cette cible-là. Mais quand même, tu avais toujours les autres produits aussi. C'est ça. Non, on a arrêté de les vendre. OK. Ouais, et voilà. Tout ce qui est programme online, on a arrêté de les vendre. Ça, c'est trop intéressant. En fait, c'était quand même rentable. Enfin, tu générais de l'argent. Est-ce que tu étais sûr de cette décision à un moment-là? Est-ce que tu t'es dit, j'introduis un nouveau produit, un nouveau palier, autre chose pour cette cible-là? Et à quel moment tu dis, j'arrête en fait? C'est une super question. Déjà, il y a beaucoup de... Souvent, on a ça à nos clients. Analyser la rentabilité. En fait, on regarde toujours qu'est-ce qui a le plus de marge et qui est le plus scalable. Donc maintenant... Quand on analyse les produits qui ne rapportent pas d'argent, il faut l'arrêter. Et il y a beaucoup de boîtes qui sont là. Une fois par exemple, ils rentrent dans le mastermind, ils mettent les tableaux de bord, machin, on leur dit quoi faire. Et puis d'un coup, ils découvrent qu'ils passent 80% de l'énergie sur des trucs qui ne sont pas rentables. Et souvent, ils ont 3 boîtes ou 4 activités différentes. Typiquement, ça peut être une boîte de PTP qui fait X, Y, Z. Tu sais, ils ont 4 boîtes. Je fais, mais tu as 2 millions de chiffre d'affaires. Tu ne veux pas avoir 4 boîtes. Tu vois, donc, quelle est la plus rentable et qui est la plus scalable? Et donc, clairement, des choses que je leur dis, tu vires les 3 autres, tu littéralement les fermes. Ils sont là, comment ça En fait, ils sont en mode, la croyance, il faut... Exactement, parce qu'en fait, la croyance, il faut ajouter des choses pour scaler. En fait, la réalité, c'est qu'il faut enlever des choses pour scaler. En fait, on ne peut pas scaler quelque chose de complexe. On peut que scaler quelque chose de simple. Donc, c'est une des choses les plus difficiles, c'est qu'on a passé du temps, l'énergie, on s'est convaincu soi-même qu'il fallait ouvrir cette nouvelle division, ce nouveau produit, ce nouveau machin. Et en fait, forcément, ils ont appel à un mentor, ils payent des dizaines de milliers d'euros pour ça, et il leur dit, en fait, tu vas virer ça, quoi. Et en fait, c'est la meilleure décision qu'ils fassent. Et après, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Maintenant, je récupère du temps. Et c'est énorme. Donc maintenant, nous, c'était un peu différent. C'était que j'avais déjà passé l'étape d'arrêter les trucs non rentables. Là, j'étais dans un truc où j'avais 2 trucs rentables. J'avais plusieurs trucs rentables. C'est juste qu'il y en a une qui était un peu moins rentable que d'autres et l'autre qui était beaucoup plus rentable que d'autres. Et surtout, il y avait beaucoup plus de marge derrière et c'était beaucoup plus scalable derrière. Et surtout, il y avait la demande du marché. La demande du marché nous disait clairement, on veut l'accompagnement beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus en profondeur. Il y avait cette demande pas juste de l'accompagnement de surface, pas de la formation en plus, mais vraiment de l'accompagnement. On peut poser des questions, on peut répondre, on peut travailler sur leurs chiffres, on peut leur dire, sors-moi tes tableaux de bord, monte-moi tes tunnels de vente. Ça, c'est pas bien. Ça, il faut que tu changes. Ton titre est à chier. Ça, c'est super. Coup de job, augmente tes prix là. Donc ça, c'est ce qu'on sentait. Et les gens étaient prêts à payer beaucoup plus pour ça, pour avoir un accompagnement personnalisé. C'était clair, net et précis. C'était vu sur les chiffres et la demande était là. Et les gens voulaient pas une formation en plus. Donc, ce qui s'est passé, donc la philosophie qu'on avait, c'était plutôt une porte d'entrée, le programme online. Mais finalement, on se disait, putain, en fait, on vendait 3 programmes online différents, des pubs dans tous les sens. Donc, on était hyper dispersés en marketing, on était hyper stressés. On était là à analyser, je sais pas combien de tunnels de vente, de machin. Et en fait, on se faisait la propre concurrence dans les pubs de ces différents tunnels de vente. Et donc, en fait, j'ai pris une décision, je dis, OK, c'est rentable.
mais on va l'arrêter. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que ce qui nous a amené à scaler. C'est tout ce qui est programme online qui nous a permis à augmenter les marges et à scaler. C'est ce que je dis souvent, ce qui nous a amené jusqu'ici ne nous amènera pas à l'étape suivante. Et donc, en même temps, c'était d'abord logique et rationnel. Et en même temps, il fallait avoir un peu de culot, de dire, on va mettre une balle dedans. Donc, quand j'ai dit à mon équipe, bon, on va arrêter devant les programmes en ligne, ils m'ont regardé, j'ai fumé la moquette, quoi. Tu vois, c'était, non, regardez, ça prend énormément de temps et énergie, ça donne des petites marges, ça ne rapporte pas le client qu'on veut. Et en fait, ça cannibalise sur ce qui est le plus important. Donc, on a littéralement arrêté ça, on se focalisait sur les programmes d'accompagnement. Ok, quand tu dis programme en ligne, c'est du e-learning sans toi ou formation sans moi, tout à fait, des trucs à 1000 balles, 500, 1000, 2000 euros, et qui étaient top, les formations étaient top, elles sont toujours là. On a plutôt dit, bon, on va l'offrir dans le programme d'accompagnement. On va plus le vendre en direct. En accompagnement, il y a du coach, il y a du collectif, il y a des séminaires en présentiel avec toi, etc. Tu peux me poser des questions tous les 2 semaines sur Zoom. Pour un programme d'accompagnement qui s'appelle Trial Platinum, on vient de finir le voyage à Bali, donc ça c'est une semaine par an, on fait un beau voyage. Là c'est des liens très forts, donc c'est plus de proximité, plus de profondeur et plus d'accompagnement spécifique. Ouais. Et un programme plus high ticket. Absolument. Ok, d'accord. Ah ouais, et donc ça demande de prendre des décisions, c'est ça. Condition pas facile, c'est ce qui nous a mené au succès. Ouais, super intéressant. Je suis venue à un de tes séminaires à Genève. Auquel je sais plus. Finance Max, Business Max Business Max, oui, Business non, Business. Oui, c'était pas Business Max. Business. Cool, je savais pas. Je suis venue et tu as dit une phrase à quelqu'un, c'était pour rebondir tout à l'heure sur ce que tu dis sur recruter les top players, mais tu as dit une phrase, elle te pose une question, tu sais, elle s'est levée, elle a posé une question en direct et elle te parle de son équipe et là, tu lui dis une phrase du genre... cette personne qui t'accompagne ou la personne que tu as pris ou le freelance papa ou le chef d'entreprise qui te prend pour t'accompagner, est-ce qu'il fait déjà 1 million lui-même de chiffre d'affaires? Et elle te dit, bah non. Et toi, tu fais, bah vire-le. et là, elle te dit, non, mais il est dans l'audience avec moi. C'est ma cousine, un truc comme ça. Que tu lui as dit, bah je m'en fiche. Mais au moins, je suis honnête. C'était super drôle. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est d'où ça vient, ce truc, parce que j'ai pas rebondi tout à l'heure et je voulais, mais de ce truc de on a peur, tu vois, tous les clients que tu accompagnes, ils ont embauché la cousine ou ils ont pris quelqu'un qui les a démarchés sur les réseaux sociaux. Moi, ça a vachement rebondi avec un truc que j'ai vécu justement en fin d'année dernière quand j'ai décidé vraiment de stopper mes activités. Ça a été un peu l'élément déclencheur. J'ai pris quelqu'un pour me faire des tunnels. Je me suis retrouvée avec une page Système IO blanche avec Times New Roman noir, quoi. 0 bloc, rien. Et là, j'avais déposé, j'avais donné de l'argent et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment j'en suis arrivée à ça, quoi, après 6 ans de pas avoir vu. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que tu te retrouves dans un call avec une personne qui te dit, donc tu lui dis, pourquoi pas, et tout ça. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, ça percute pas, je me mets dans l'eau, tu vois, mais on percute pas sur prendre les bonnes décisions, avancer et on veut faire plaisir à tout le monde, on pose pas ses limites et on reste pas aligné avec nous-mêmes et notre vision et là où on veut aller. Ouais, on a toujours des éléments qui nous perturbent ou qui nous... ça a un peu choqué en disant ça, mais souvent parce qu'on est fainéant. That's it. Et on n'a pas les compétences. Donc c'est 2 choses. On a tendance à faire ce qui est plus... Parce qu'en fait, on est occupé, on a notre vie, machin, etc. Et on va dire, on va prendre le premier venu, on a entendu parler quelqu'un d'un séminaire, ou tiens, je vais prendre ma cousine, parce qu'elle a l'air sympa. Et c'est rapide. Mais on va en poser sur de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a fait une fiche métier? Ça prend... En psychologie, il y a un concept. On a tendance à être des fainéants cognitifs. Ça, j'enseigne à mes enfants. Le cerveau, et ça se demande, les enfants veulent faire le moins possible, nous on veut faire le moins possible. Donc, c'est conditionner le cerveau et aller à l'encontre, donc faire ce qui est inconfortable, et dire non, je vais être rationnel, je vais prendre ce temps pour analyser concrètement, spécifiquement, je ne vais pas être un fainéant de merde, okay, et je vais vraiment définir de qui j'ai besoin. Ok, maintenant, je vais prendre du temps et de l'énergie. Soit recruter quelqu'un qui va m'aider à trouver cette personne-là, soit prendre beaucoup d'énergie et du temps pour la recruter. Donc, souvent, un exemple parfait, typiquement, j'ai mes clients, et je leur pose une question. Okay, à quel point c'est important pour vous de recruter des joueurs de Liga? Ils me disent tous, super important, ça changerait ma vie, j'en ai marre, je travaille comme un fou, je dois passer derrière eux, j'en peux plus, machin, etc. Ok, combien de temps vous passez dans votre agenda à recruter des joueurs de Liga? Et là, plus personne. C'est littéralement une demi-heure à 0, entre 0 et 30 minutes par semaine. Je fais, comment tu veux recruter des joueurs de Liga quand tu passes au camp de temps? Si c'est important, tu dégages du temps. Et forcément, parce qu'on est dans l'opérationnel, d'où apprendre à se libérer de l'opérationnel pour se focaliser sur
la recruter un joueur de Liga. Et donc, ça prend du temps. Un joueur de Liga, un top, genre on parle d'un responsable ou un directeur, ça prend bien 2 à 3 mois à recruter. On parle de centaines de CV, on parle de checker. Donc, nous, on a même des personnes qu'on a recrutées. Un des meilleurs moves qu'on a fait à un certain niveau quand on était à 6-7 millions, c'est recruter une responsable recrutement. Elle est freelance, ça fait un super job, mais son job, c'est son métier. Donc, de poser les bonnes questions, de comprendre machin, et de passer sa vie à poster les bonnes annonces, mais aussi à les démarcher, à les checker sur LinkedIn. On cherche des gens comme vous, chasseurs, etc. Donc, pour nous, dégoter les meilleurs talents. Et elle comprend exactement qui on recherche. Elle fait elle-même les interviews avec même une assistante. Donc, elle passe des dizaines d'heures à faire ces interviews jusqu'à trouver la bonne personne. Nous envoie les top 3 profils. On a juste besoin de vérifier. Donc, c'est beaucoup de temps. Mais une top recrue peut tout changer. Donc, en fait, de toute façon, c'est simple. Le recrutement, c'est simple. Tu recrutes mal, tu es un joueur de Ligue B ou C, comme tu as expérimenté, tu vas être frustré, tu vas péter un plomb, tu vas détester ton business, quitte à vouloir l'arrêter. Tu vas perdre de l'argent. Tu as un joueur de Liga, mais la vie devient... tu dis, mais la vie est géniale. Tu vois, personne, elle est autonome. Nous, ce qu'on cherche à recruter, c'est des adultes autonomes. Et comme disait Steve Jobs, on ne recrute pas des gens pour qu'on leur dise quoi faire, on recrute des gens pour qu'ils nous disent quoi faire. On recrute des gens meilleurs que nous, qui tirent la boîte vers le haut, qui eux ont une compétence que nous on n'a pas. C'est plutôt à dire, si je reconnais un CFO, j'ai un super CFO au passage, c'est pas moi de lui dire quoi faire. C'est son job et il le fait extrêmement bien. Quand je recrute un directeur commercial, un super directeur commercial, j'ai jamais dû lui dire quoi faire. C'est un top guy, il sait quoi faire. Et donc ça a tout de marché, les ventes ont explosé, etc. Donc c'est vraiment les recruter vers le haut et pas tolérer le joueur de Ligue B ou C. Chez nous, c'est zéro tolérance au joueur de Ligue B ou C. Donc il faut des joueurs de Liga et rien d'autre. Ça, c'est la règle d'or chez nous. T'as pas un joueur de Liga, t'as rien à foutre chez nous, quoi. On te recrute pas ou on va te sortir très vite. Ça, c'est la règle d'or. Heureusement, j'ai eu que quelques mauvaises expériences. Après, on a tous eu. Coach, j'ai une coach incroyable. C'est ça, c'est cette autonomie. Moi, j'adore déléguer en plus. C'est la meuf qui veut plus rien faire, mais j'adore déléguer. C'est vraiment, j'aime beaucoup, tu vois, je pense manager et tout. Et là, vraiment, j'ai été surprise. Quelles sont tes On pourrait se dire que tu as atteint vraiment des chiffres assez fous dans cette industrie francophone aussi. Quelle est ta limite? Quand est-ce que tu te dis j'arrête, ou quelles sont tes ambitions? Quelle est ta vision? Est-ce que aussi, j'ai une autre question sous ça, c'est t'es en personal branding, donc c'est ta marque qui est reliée quand même à toi, à ton image. En plus, t'es un super speaker, storyteller, donc si demain tu disparais, ça peut être un peu compliqué de continuer à vendre tes accompagnements. Quelle est ta vision déjà par rapport à ça? Et est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, en fait, j'aimerais que cette marque, Max Piccinini, se vende ou se valorise ou... Quelle est ta vision par rapport à ça? Super question. La première chose que j'aimerais dire, c'est que je pense la chose qui m'a amené à un certain niveau de succès, et pour moi, je considère à peine démarré, j'ai une boîte à 15 millions, l'autre boîte qui fait quelque chose dans les 30 millions. Donc au total, ça fait 45 millions de chiffre d'affaires. Le deuxième passage à l'entreprise, c'est plutôt l'immobilier. Ce qui me drive, déjà, j'ai jamais envie d'arrêter parce que je crois que j'ai une conviction profonde et je crois que c'est une loi universelle, c'est au moment où tu cesses de croître, tu es déjà en train de mourir. Donc, la croissance est nécessaire pour le bonheur. C'est seulement un besoin de bonheur. Et j'en ai vu trop de fois, chez entreprises vendent leur boîte 50 millions, racheter 20 Ferrari, et ils se font chier à mourir. 3 mois, c'est fun. Et après, ils se font chier. Après, tout ce qu'ils font, c'est « Ouais, tu veux pas passer à la maison ?» Parce qu'en gros, ils se font chier tout seuls. Et alors, soit ils reprennent leurs esprits, ils recréent une boîte ou ils lancent quelque chose, je sais pas trop quoi. Mais on a besoin de croître. Et au passage, l'année la plus dangereuse de sa vie, c'est réel, hein, c'est une vraie stat, c'est l'année de sa retraite. Le taux de mortalité à ce moment-là est hyper élevé. Pourquoi? Parce que les gens se sentent plus utiles. On a besoin de contribuer, on a besoin de croître. Donc, croissance et contribution, ce sont parmi 2 valeurs les plus importantes qui soient. Au moment où on cesse de croître, de se challenger, de progresser, on meurt physiquement. Pas seulement mentalement, pas seulement émotionnellement, on meurt physiquement. Donc, pour moi, j'ai besoin de croître. Donc, pour moi, sky's the limit. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas taper une boîte à 100 millions. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc, ça, c'est la première chose. Et ce qui me pousse bizarrement à faire ça, c'est... Parce que, c'est à l'air con, mais parce que j'aime ma famille et parce que j'aime mes clients. Parce que je veux aider un maximum de gens. Donc, je pense qu'il y a vraiment une limite qui va vraiment limiter l'entrepreneur, c'est parce qu'il est souvent trop focalisé sur lui. Il est trop égoïste encore. Il pense trop à mon confort, mon ceci, mon cela. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? J'ai envie, c'est extrêmement dangereux comme jeu. Alors, bien sûr, on apprend cette partie-là. Mais le vrai truc, c'est comment je peux changer la vie des gens? Comment je peux contribuer dans la vie des gens? Donc, moi, pour moi, entreprendre, c'est surtout un acte extrêmement altruiste. Est-ce que le plus je gagne d'argent,
le plus je peux offrir la meilleure vie possible à ma femme et mes enfants. Et le plus je gagne d'argent, c'est-à-dire que le plus j'ai changé des vies, j'ai impacté des vies. Donc est-ce que j'ai envie de m'arrêter là-dessus? J'ai envie d'impacter le maximum de vies. J'ai des mentors qui ont changé ma vie et je me sens un peu redevable moralement d'aider un maximum de gens. Donc pour moi, j'ai vraiment appris grâce à mes mentors à pas penser à ma petite gueule. Parce que sinon, je pourrais m'arrêter. Littéralement, ça fait 10 ans que je pourrais arrêter de travailler. Je pourrais ne rien faire pour le restant de ma vie. J'ai des dizaines de millions d'euros dans un immobilier à Dubaï. J'ai du cash flow qui tourne. J'ai vraiment pas besoin de travailler. Ça fait 10 ans, je pourrais me tourner les pouces. Et alors là, particulièrement en ce moment, notamment pour les générations à venir, on est tranquille. Je peux faire des millions par an en faisant strictement rien. Ouais. Donc, mais pourquoi je le fais? Parce que déjà, je me ferais chier. Pour ça, j'ai testé le tour du monde on a testé un tour du monde avec mon épouse pendant 1 an. On l'a arrêté au bout de 2 mois et demi. Tellement on se faisait chier. Tu sais, au bout du 40e temple au Japon, tu sais, là, tu fais. Je te jure, c'est ça, on se fait chier en fait. Il n'y avait plus de challenge, il n'y avait plus de contribution. Mais oui, c'est ça. On vit dans la croissance et la contribution, tu vois. Quand tu es entrepreneur aussi, c'est plus fort que toi. Hein. C'est ça. On a besoin de se challenger. Tu vois, maman est là, ok, tu es au bord de ta piscine, ok, tu sirotes je sais pas quoi. Bon, moi je suis vegan, je prends pas d'alcool et tout ça, mais bon, on va dire que je prends mon smoothie numéro 8 de la journée. Ok, c'est bon, j'adore au passage, j'adore aller aux Maldives, c'est une destination préférée. Oui, mais 1 semaine, 2 semaines, et après c'est bon, quoi, let's go, quoi. Tu vois, on a besoin de croître. Donc, pour moi, je pense que une des plus grandes clés de succès, ça a l'air un peu bizarre de dire, c'est l'amour. C'est parce que j'aime contribuer, j'aime ma famille, j'aime aussi pour moi, c'est-à-dire qu'on m'ait honoré mes parents qui sont au passage tous les deux morts. Mon père est mort d'un accident de la route à 14 ans, ma mère est morte d'un cancer à l'âge de 26 ans. C'est inconsciemment, peut-être que j'ai appris chez les Japonais, justement, c'est pour ça que c'est pas si mal que j'ai pas fait le moins le début du tour du monde, mais j'ai appris à honorer. Pour moi, je me dis, mais bordel, j'ai la chance d'être né, je vais honorer mes parents jusqu'au bout, au moins de réaliser mon plein potentiel. Et j'ai loin de réaliser mon plein potentiel. Mais donc, pour moi, ce concept de je veux aider un maximum de gens, et mon niveau de revenu est directement proportionnel au nombre de vies que j'ai impacté. Donc, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas être en mode égoïste de dire c'est bon, je suis arrivé à mon point. Et le côté, j'ai envie d'offrir le meilleur à ma famille. Et j'ai aussi donner un exemple à mes enfants que le succès financier n'est pas le but de gagner de l'argent pour gagner de l'argent et impressionner la galerie, c'est de contribuer, de faire une différence dans la vie des gens, d'ajouter de la valeur dans la vie des gens. Donc ça, c'est la première chose. Par rapport à ta question personal branding, j'en ai absolument bien conscience. Donc au passage, si je voulais vraiment faire le move maintenant, si je voulais vraiment me dire, ok, je veux vendre ma boîte, que je pourrais totalement, je ferais quelques moves. Donc au lieu de parler de Max Piccinini, là j'ai mon mastermind qui s'appelle le Max Mastermind, le 3M, je pourrais tout pivoter là-dessus. Ou une autre marque qui s'appelait, je sais pas quoi, Success Max. Tu vois, ah non, hein. Tu vois, tu l'appelles comme tu veux. Bref, tout de limit, on s'en fout, tu vois, une marque. Je pourrais pivoter ça pendant 2-3 ans. Je pourrais mettre en avant des experts, mais au lieu que ce soit moi qui enseigne tout, je pourrais avoir un top expert en finance, un top expert en marketing, je pourrais avoir différents experts. Et au bout de 2-3 ans, d'un coup, c'est plus moi, c'est moi les experts. Au bout d'un moment, c'est créé par Max Piccinini et je pourrais tout à fait vendre la boîte parce que ça ne dépend plus de moi. Mais non, j'adore ce que je fais. Et donc, je pense qu'il faut aussi mettre en considération faut toujours aimer ce qu'on fait. Et j'adore transmettre, j'adore coacher, j'adore être sur scène à transmettre les choses, j'adore voir les yeux qui pétillent, les déclics, les gens qui disent merci pour avoir changé ma vie, ça. Je crois que j'ai un talent pour ça. Et donc, pour l'instant, c'est pas parti de l'arrêter. Est-ce que vendre une partie, ça c'est un truc que j'ai exploré, pourquoi pas vendre une partie minoritaire de ma boîte? Ça, c'est un truc pas déconnant. Je pourrais faire un cash out, par exemple, à 40%, quelque chose qui pourrait générer plusieurs dizaines de millions d'euros, mais je reste au contrôle, ça c'est possible. Donc, mais si je voulais le faire, je le ferais. Il y a aussi un pouvoir au personal branding, parce que ça permet de faire d'autres choses. Personal brand permet aussi d'impacter des vies. Donc moi je le vois plus comme, je vois pas le truc comme, je veux forcément cash out ma boîte. Elle sort beaucoup d'argent en cash flow. Donc est-ce qu'un jour, pourquoi pas vendre une partie? Oui. Pour l'instant, le truc c'est alors ça c'est aussi un conseil que je peux parler de mentor. Si tu vends ta boîte, tu vas être certain où va être ta prochaine maison. Les gars, si tu vends ta maison, tu as intérêt à savoir où tu vas être ta prochaine maison, sinon tu vas être homeless. Tu vas être. Donc, c'est-à-dire que tu as intérêt à savoir ce que tu vas faire derrière. Il y en a plein qui ont vendu leur boîte et que j'ai récupéré en coaching. Ils étaient en dépression totale. Ils vendent 60 millions et ils sont là. Ils sont en dépression. Je me suis jamais senti aussi misérable de ma vie. Parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'est-ce qu'ils allaient faire avec. Qu'ils fassent de l'humanitaire, qu'ils recréent une boîte, qu'ils deviennent business angel. Je m'en fous. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me drive derrière. Ta vie change littéralement du jour au lendemain presque. Et d'un coup, tu n'as plus de sens de tout ce que tu as créé. Et en effet, je pense, c'est très bien la citation que tu viens de dire, parce que je termine toujours le podcast par une citation de ton mentor. Mais parce que là, on n'a plus le temps. Mais je t'invite à m'en donner une autre si tu en as une. Je termine toujours le podcast par ça, un mantra, une citation ou une phrase qui t'inspire ou que tu répètes même à tes enfants peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? C'est simple, je voudrais dire, ne soyez pas égoïste, gagnez beaucoup d'argent. Simple. Et beaucoup de gens se disent, il veut gagner beaucoup d'argent, c'est un égoïste. En fait, c'est l'inverse. La plupart des gens, sauf si on est en Afrique,
où on n'a rien, on n'a pas de chance, là, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés. L'argent est justement nécessaire pour les aider, ces gens-là. Mais quand on est dans un pays occidental, on est je sais pas quoi, qu'on a tout déjà. et qu'on a tout pour réussir. On a l'éducation, l'accès à Internet, on a l'accès à des coachs, et des formations, et YouTube, et des podcasts, et machin, et qu'on refuse de gagner plus d'argent, et qu'on cherche des excuses de merde à gagner plus d'argent, ça, c'est un acte extrêmement égoïste. Ça peut être, tant mieux si soit attaqué ou pas, mais il faut essayer de me convaincre, il faut essayer de m'expliquer rationnellement comment tu peux dire que tu ne veux pas gagner plus d'argent pour tes enfants, pour contribuer à la société, et que tu n'es pas un égoïste. Ouais. C'est que tu penses à ton confort. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu veux contribuer dans la vie des gens et ta famille, tu veux gagner beaucoup d'argent. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est si tu aimes ta famille, alors gagne beaucoup d'argent. Parce que ta famille, ta femme et tes enfants ne veulent pas entendre des choses comme « j'ai pas l'argent ». Ce que j'ai entendu de mon père toute ma vie, on n'a pas l'argent, c'est compliqué, on gagne pas d'argent, machin. Mais bordel, moi je voulais faire des choses. J'ai dû arrêter l'escrime, une des choses, enfin un truc que j'avais adoré faire. J'ai devenu champion du barin des poussins. C'est ridicule. Mais numéro 60. Mais bon, j'ai quand même gagné, 8 dans la compétition, mais j'ai gagné, j'étais hyper fier de moi, je me transforme en Zoro. Bref, mais j'ai dû arrêter l'escrime parce que ma mère n'avait pas assez d'argent pour payer. Juste pour 1000 francs par an. Donc l'argent est un moyen extraordinaire pour offrir le meilleur à nos enfants. Par exemple, nos enfants sont homeschooled et on n'est pas obligé de mettre à l'école publique avec des profs où tu passes ta vie à te dire ils sont psychopathes et ils sont pauvres au passage pour beaucoup et qui gagnent pas l'argent et qui au passage je respecte profondément les profs, mes deux parents étaient profs, mais sont en clair ils sont pas riches. Les profs gagnent 1500 2000 balles par mois max. C'est pas eux qui vont apprendre à gagner de l'argent. Et l'argent, qu'on me dise ou pas, c'est hyper important. Il y a 3 choses les plus importantes dans la vie, c'est la santé, les relations et l'argent. C'est pas appris à l'école. Et 0 cours sur et quoi que ce soit sur ces 3 trucs. Donc ça n'a aucun sens. Donc si, je veux offrir le meilleur à ma famille, donc je veux gagner beaucoup d'argent. Je veux offrir la meilleure vie possible à ma femme. Je n'ai pas envie qu'elle fasse le ménage, le truc, le machin. Donc elle le fait pas. Elle a une vie extraordinaire parce que je l'aime, donc je gagne beaucoup d'argent. Je veux donner des. Non, mon objectif suivant, c'est pas 100 000, c'est 1 million dans l'humanitaire. Je dois gagner beaucoup d'argent. Oui. Je veux contribuer dans la vie de beaucoup de chefs d'entreprise. Je dois gagner beaucoup d'argent. Mais donc, quand on est en mode, ouais, c'est bon, c'est les gens qui pensent qu'au pognon et tout ça. Non. Excuse-moi de te dire, toi, tu es un égoïste. Parce que tu penses qu'à ta petite gueule. Tu penses pas à tes enfants, tu penses pas à ta femme, tu penses pas à ceci. C'est un peu direct ce que je dis, mais c'est réel. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, ne soyez pas égoïste, gagnez beaucoup d'argent. Super, j'adore terminer sur ça. Merci Max pour ton invitation. Je mettrai les liens pour te retrouver, même si je pense tout le monde te connaît quand même, parce qu'on a une audience, enfin voilà, mon audience te suit déjà, c'est certain. Et puis, on continue à te suivre et merci. Merci à toi Fanny, au plaisir. Au plaisir.